Dans les ruelles discrètes de Londres, derrière les façades impeccables où le silence se fait complice, un secret attend d'être dévoilé. C'est une histoire d'élégance et de ténèbres, de passion cachée et de vérité fragile, où chaque mot, chaque geste peut trahir l'âme. Laissez-vous entraîner dans cette énigme, où la logique rencontre l'émotion, et où rien n'est jamais ce qu'il paraît. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Niché au cœur d'un Londres feutré, Buckingham Green offrait l'image d'un monde immobile, protégé de la rumeur extérieure par des façades de pierre nobles et des grilles ouvragées. Les voitures, élégantes et silencieuses, semblaient se mouvoir comme des ombres sur le pavé ciré, et chaque maison respirait une prospérité discrète. Rien, à première vue, n'aurait pu troubler cette quiétude. Mais, pour qui savait observer, de petites fissures apparaissaient dans le vernis de cette harmonie. Une fenêtre refermée trop brusquement, une porte claquée avec hâte, ou encore un regard échangé entre voisins qui trahissait plus de méfiance que de cordialité. Buckingham Green vivait de ses codes tacites et de ses secrets jalousement gardés, enveloppés dans la dignité des demeures. Pourtant, sous la brillance du laiton poli et le parfum des glycines, se devinait une tension subtile, comme un souffle retenu. Il suffisait d'un esprit exercé pour comprendre que cet écrin de respectabilité abritait aussi des passions tues, des rivalités étouffées et des drames trop bien dissimulés. Hercule Poirot, fidèle à son goût pour l'ordre et le confort, avait élu domicile pour quelques semaines dans un club londonien situé non loin de Buckingham Green. L'endroit lui plaisait par son calme studieux, ses fauteuils profonds et ses serveurs impeccables, dont, alors qu'il savourait son chocolat épais et une brioche soigneusement beurrée, Poirot reçut une enveloppe au papier crème, scellée d'un blason délicat. L'écriture élégante, légèrement inclinée, portait le nom de Lady Evelyn Ashbury. Veuve d'un aristocrate dont la réputation avait autrefois brillé dans les cercles politiques. L'invitation l'informait qu'elle serait honorée de sa présence pour le thé, ce même après-midi, dans sa demeure de Buckingham Green. Rien de plus banal, semblait-il. Un geste de courtoisie envers un voisin de passage. Pourtant, Poirot, qui savait lire les nuances d'une plume, perçut dans la formule finale une inflexion d'urgence, presque une supplique voilée. « Voilà qui est singulier », murmura-t-il en ajustant sa moustache devant le miroir. Un thé mondain pouvait bien cacher un autre dessein, et Poirot, dont la curiosité n'avait jamais toléré les invitations dénuées de sous-entendus, décida de se rendre à ce rendez-vous avec l'esprit alerte. Il pressentait que sous les conventions de l'hospitalité anglaise, se jouait une affaire moins frivole qu'elle n'y paraissait. À l'heure convenue, Poirot franchit le seuil de la demeure Ashbury, accueilli par un majordome dont le visage impassible trahissait néanmoins une certaine nervosité. La pièce où l'attendait Lady Evelyn respirait la distinction. Tapis orientaux, porcelaine fine, et une lumière douce filtrant à travers des rideaux de dentelle. La maîtresse de maison, vêtue d'une robe de soie gris perle, se leva avec grâce. Elle avait conservé une beauté noble, mais ses traits délicats semblaient alourdis par une fatigue qu'aucun phare ne parvenait à dissimuler. Son sourire, aimable en apparence, avait quelque chose de contraint, et ses mains, fines et longues, ne cessaient de jouer avec le fermoir de son collier, tout en versant le thé avec élégance. Au cours de l'après-midi, tandis que Lady Evelyn s'efforçait de maintenir une conversation légère, Poirot promena ses yeux méthodiques sur les membres du personnel et les proches présents dans la maison. La jeune femme de chambre, debout à l'écart, paraissait absorbée dans sa tâche. Mais ses regards furtifs vers sa maîtresse avaient une intensité vigilante, presque soupçonneuse. Dans un coin, Léonard Vail, le secrétaire, se tenait droit, le visage poli. Mais ses réponses étaient mesurées à l'excès, comme s'il pesait chaque mot. Quant au majordome, il exagérait sa correction, et cette rigueur mécanique accentuait encore le sentiment d'artifice. Aucune parole déplacée ne fut prononcée, aucun geste n'échappa à la bienséance, et pourtant l'air de la demeure semblait chargé d'une tension électrique, comme si chacun cherchait à préserver un équilibre précaire. Pour Poirot, familier de ces atmosphères où le non-dit en dit davantage que les mots, la demeure Ashbury ressemblait à un théâtre silencieux où chaque acteur jouait un rôle,
mais où la pièce véritable demeurait invisible. À mesure que la visite se prolongeait, Poirot sentit croître en lui une impression persistante de dissonance. Rien d'ouvertement alarmant ne s'était produit. Pourtant, sous la politesse soignée, il percevait comme une attente muette, un drame suspendu. La maison respirait la retenue, mais aussi une inquiétude sourde, palpable dans les gestes trop exacts, les sourires trop étudiés. Les apparences, pensa Poirot, sont comme le papier peint d'une chambre. Elles couvrent, mais n'effacent pas les fissures du mur. Il ne doutait pas que derrière ces visages maîtrisés se cachaient des passions contrariées, des rancunes ou des peurs. Son instinct, affûté par tant d'années d'enquête, l'avertissait qu'un désordre intime menaçait autour d'un seul nom, celui du défunt Lord Ashbury. Les dames aux chapeaux garnis de plumes, les messieurs aux moustaches cirées, laissaient échapper à mi-voix des allusions qui se voulaient discrètes, mais trahissaient une curiosité brûlante. On évoquait de mystérieux papiers que Lord Ashbury aurait conservés, des documents dont la divulgation pourrait compromettre non seulement des hommes politiques en vue, mais aussi l'intégrité d'un parti. La rumeur enflait, se déplaçant d'un salon à l'autre comme une onde invisible, et chacun prétendait posséder une parcelle de vérité. Le nom de Lady Evelyn, à peine voilé sous les chuchotements, surgissait parfois, entouré d'un halo d'inquiétude. On murmurait qu'elle détenait encore certains de ces papiers compromettants, hérités de son mari, et que la crainte d'un scandale la poursuivait. Dans ce monde où la réputation valait plus que l'or, la moindre rumeur pouvait s'avérer fatale. Assis dans un fauteuil capitonné, Hercule Poirot écoutait ces murmures avec un calme apparent, un sourire courtois aux lèvres. Mais derrière ses yeux vifs, ces petites cellules grises s'agitaient déjà. Pour lui, le scandale politique n'était qu'une façade, un paravent brillant derrière lequel se dissimulaient des passions bien plus humaines. « Mon cher Hastings, » aurait-il dit, « toujours il y a, derrière le tumulte public, un ressort intime. » Il savait d'expérience que les grands drames naissaient rarement d'ambition d'État seul. L'amour bafoué, la jalousie, la peur ou la honte tissaient souvent la toile véritable. Ainsi, tandis qu'on commentait avec animation l'avenir des ministères, Poirot retenait plutôt l'écho des silences, l'ombre des regards baissés, le soupir échappé à une phrase. Ces indices minuscules mais essentiels éveillaient sa curiosité, et il se promit d'aller au-delà. Ce fut dans un cercle privé que Poirot rencontra Sir Julian Rathbone, figure politique de premier plan, dont l'ambition glacée s'enveloppait d'une impeccable courtoisie. L'homme se leva pour saluer Poirot, ses gestes mesurés trahissant une éducation soignée, mais ses réponses, brèves et nettes, laissaient filtrer une impatience contenue. Lady Evelyn, une femme charmante bien sûr, mais d'une nature impressionnable, sujette aux inquiétudes exagérées, déclara-t-il d'un ton qui voulait clore le sujet. Poirot, d'un regard apparemment distrait, observa la crispation fugace des lèvres, le battement nerveux d'une main sur la coudoir. Sir Julian parlait de loyauté et d'honneur public, mais esquivait toute question relative aux papiers compromettants. Il rejetait l'idée même que Lord Ashbury pût conserver des preuves contre ses collègues, et pourtant son regard se durcit, imperceptiblement, chaque fois que le nom du défunt revenait. Poirot, notant la contradiction entre la fluidité de ses phrases et la rigidité de son corps, comprit que Sir Julian, malgré son masque de dignité, craignait davantage qu'il ne voulait l'admettre. Poirot fit ensuite la connaissance de mademoiselle Clara Ashbury, la belle-fille de Lady Evelyn. C'était une jeune femme à la silhouette élancée, aux yeux sombres et fiers, qui accueillit le détective avec une froideur polie. Sa voix, ferme et assurée, semblait vouloir établir une distance infranchissable. Lorsqu'il mentionna sa belle-mère, un sourire fugitif se dessina, vite effacé par une expression de convenance. Clara parlait de respect et d'affection, mais ses mots sonnaient trop préparés, comme s'ils avaient été répétés devant un miroir. À plusieurs reprises, elle détourna habilement la conversation, éludant les questions sur l'héritage ou sur l'influence que Lady Evelyn exerçait encore sur les affaires familiales. S'attardait plus qu'il ne convenait sur les initiales de Lady Evelyn gravées sur un papier à lettres. Tout en affirmant une loyauté sans faille, Vail trahissait un malaise intérieur, signe d'un conflit qu'il n'osait pas exprimer. Rassemblant ses impressions diverses,
Poirot dressa mentalement un tableau contrasté. Sir Julian, trop habile à esquiver. Clara, trop fière pour dissimuler complètement sa rancune. Leonard Vail, trop nerveux pour incarner l'innocence. Chacun avait ses mots soigneusement choisis. Et pourtant, de petites contradictions perçaient. Un détail temporel incohérent. Une émotion surgit trop vite. Un ton de voix brusquement durci. À travers ces nuances, Poirot distinguait déjà un fil invisible reliant leurs mensonges partiels. Il ne pouvait encore nommer la vérité, mais il savait qu'elle se cachait dans ces décalages infimes, ces petits détails qui, pour lui, valaient plus qu'un aveu. La nuit tombait sur Buckingham Green, la demeure Ashbury se drapait d'un silence lourd. Les couloirs semblaient retenir un souffle d'angoisse, et chacun se déplaçait avec une prudence inhabituelle, comme si une menace flottait dans l'air. Poirot, retiré dans sa chambre, méditait sur les contradictions du jour, convaincu que le calme apparent ne durerait guère. Soudain, un cri perça le silence, aigu, déchirant, empreint d'une terreur irrépressible. Il se répercuta contre les murs de pierre, brisant la quiétude glaciale de la place. Poirot, le cœur serré, comprit qu'un événement grave venait de se produire, et que le secret de Buckingham Green était sur le point d'éclater. Le cri qui avait traversé la demeure Ashbury résonnait encore lorsque les domestiques, affolés, se précipitèrent vers l'aile des pièces privées. Dans ce tumulte maîtrisé, une panique sourde s'installait. Voix étouffées, guidé par le majordome tremblant, Poirot entra dans la bibliothèque. La pièce, d'ordinaire si ordonnée, baignait dans une atmosphère étrange, comme suspendue entre paix et tragédie. Lady Evelyn reposait dans un large fauteuil capitonné, la tête légèrement inclinée, comme si le sommeil l'avait doucement surprise. Ses mains fines reposaient sur ses genoux, et sur la petite table basse, un verre de sherry à demi vidé captait les reflets des lampes. À première vue, rien de violent, rien d'inconvenant, seulement une femme de noble allure, fauchée par une mort discrète. Pourtant, à mesure qu'il s'avançait, Poirot sentit que cette sérénité n'était qu'apparence. La raideur de son maintien, l'angle exact de son bras posé contre la coudoir, la fixité de ses traits, tout paraissait trop arrangé, trop soigné pour être le fruit du hasard. Un parfum subtil flottait encore, entêtant, comme une note étrangère à cette bibliothèque où régnait d'ordinaire l'odeur du cuir et du papier ancien. Poirot se pencha légèrement, attentif, son esprit déjà en éveil. Le calme apparent de cette scène ne l'apaisait pas, il le troublait. Dans les couloirs, les chuchotements s'élevaient aussitôt. « Elle s'est empoisonnée », affirmait l'un. « Son cœur fragile l'a trahi », murmurait une autre. Les domestiques, habitués aux drames cachés sous les dorures, se raccrochaient à l'idée d'une mort naturelle ou volontaire. Les voisins, informés trop rapidement, laissaient déjà courir des suppositions, chacun désireux de croire à une explication simple. Car il valait mieux parler d'un accident que d'un meurtre, mieux évoquer une faiblesse nerveuse que d'imaginer un scandale. Cette conclusion hâtive convenait aux convenances, épargnait les apparences, protégeait les réputations. Mais au milieu de ce cœur précipité, Poirot demeurait silencieux. L'odeur formait un langage muet. Les détails, songea-t-il, ce sont eux qui trahissent toujours la main coupable. À peine avait-il achevé ses observations que l'arrivée d'un inspecteur de Scotland Yard fut annoncée. Grand, énergique, l'homme prit aussitôt les choses en main avec une assurance un peu théâtrale. Après un regard superficiel au corps, il déclara d'une voix ferme qu'il s'agissait d'une crise cardiaque, ou tout au plus, d'une absorption accidentelle de poison. Ces mots, prononcés avec autorité, visaient à calmer le personnel et à clore la question. Poirot écouta poliment, inclinant la tête, mais son expression demeura impénétrable. Dans la précipitation de l'inspecteur, il percevait la tentation habituelle des hommes pressés, préférer l'évidence au mystère. Lorsqu'on l'invita à donner son avis, Poirot parla avec calme, pesant chaque mot comme s'il redoutait de troubler la dignité de la défunte. Pourtant, sa voix contenait une fermeté tranquille. « Messieurs, dit-il, il n'est point ici question de hasard ni de faiblesse soudaine. Observez, l'horloge arrêtée n'est pas une fantaisie du destin. Le cadre déplacé ne l'est pas sans intention. Et ce parfum d'amande,
Vous ne l'ignorez pas, c'est celui du poison. L'inspecteur fronça les sourcils, peu disposé à céder, mais Poirot poursuivit, imperturbable. Une mort naturelle, elle est simple, elle n'arrange rien. Celle-ci, au contraire, a été arrangée, avec soin, avec calcul. Autour d'eux, les domestiques retenaient leur souffle. Chacun sentait que les convenances se fissuraient, que l'ombre d'un crime planait désormais sur Buckingham Green. Poirot se recueillit un instant, son regard posé sur le visage figé de Lady Evelyn. Puis, il parla à voix basse, mais avec une autorité qui ne laissait aucun. Au lendemain de la mort de Lady Evelyn, Poirot se retira un instant dans le silence de son cabinet au club. Il réfléchissait à la manière d'aborder les entretiens qui l'attendaient. Ce n'est point par l'accusation, songea-t-il, mais par la psychologie que la vérité se révèle. Pour lui, chaque mot devait être entendu non seulement pour son sens, mais pour ce qu'il dissimulait. L'art de l'interrogatoire ne consistait pas à presser les suspects, mais à leur offrir un terrain où leurs contradictions se dévoileraient d'elles-mêmes. Il savait aussi que, dans un milieu où l'honneur et les convenances régnaient, chacun chercherait à protéger son masque avec ardeur. Ce fut donc avec une patience méthodique et un esprit affûté qu'il se prépara, convaincu que les fissures du mensonge apparaîtraient tôt ou tard, à condition de laisser parler les silences. Sir Julian Rathbone reçut Poirot avec une courtoisie étudiée, vêtue avec une précision presque militaire. Sa voix grave et assurée évoqua Lady Evelyn comme une femme de loyauté inébranlable, qu'il avait toujours respectée. Mais derrière cette déclaration polie, Poirot perçut une réserve glaciale, comme si chaque phrase avait été soigneusement polie pour ne rien livrer. Lorsque l'entretien glissa vers les papiers compromettants, l'homme s'anima brusquement. Son regard, durci, démentait ses paroles. Il niait fermement que Lady Evelyn eût jamais possédé un document dangereux. « Pure invention », trancha-t-il. Pourtant ses lèvres se pincèrent aussitôt, et ses mains s'agrippèrent au dossier de sa chaise avec un geste trahi par la nervosité. Poirot, attentif, nota ce contraste. Un discours sûr de lui, mais un corps traversé de crispation. Il entendit dans son ton la peur de l'exposition, la crainte que le scandale politique éclabousse sa carrière. La loyauté proclame désir d'harmonie. Nous cherchions à vivre en paix, malgré nos différences. Pourtant, à certains instants, un éclair de ressentiment assombrit son visage. Interrogée sur les questions d'héritage, elle détourna brusquement la conversation, se réfugiant derrière des généralités vagues. Poirot, immobile, observait chaque détail. Les doigts crispés sur une bague, l'accentuation de son souffle au mot « fortune », le tremblement fugitif de ses lèvres. Plus elle affirmait son affection, plus ses silences parlaient de rancune. Poirot vit dans ses yeux l'ombre d'une jeune femme bridée par l'autorité d'une belle-mère qu'elle ne parvenait ni à aimer, ni à oublier. Lorsque Clara eut terminé, Poirot demeura pensif. Ses paroles semblaient trop bien construites, comme apprises par cœur, et manquaient de la spontanéité d'un véritable chagrin. Ses démonstrations d'émotion, exagérées, ressemblaient davantage à une mise en scène qu'à une douleur sincère. Poirot, sensible aux nuances, en conclut que Clara dissimulait quelque chose. Non un meurtre peut-être, mais une blessure profonde, faite d'amertume et de dépendance contrariée. La théâtralité de son deuil n'était qu'un voile posé sur une rancune encore brûlante. Léonard Vail se présenta avec une modestie presque excessive, le regard baissé et les mains jointes. Sa voix, douce mais hésitante, cherchait à convaincre de sa loyauté absolue envers Lady Evelyn. Il affirma n'avoir été qu'un serviteur dévoué, un exécutant sans importance. Pourtant, chaque mot semblait retenu avant d'être prononcé, comme si une censure intérieure lui pesait. Poirot remarqua le tic nerveux qui agitait ses doigts, son regard qui fuyait chaque fois qu'on évoquait la correspondance de la défunte. Interrogé sur certains courriers, il répondit de manière vague, parlant de « simples affaires domestiques », sans entrer. Lorsque Poirot rassembla ses impressions, un schéma commença à se dessiner. Chacun avait plaidé sa loyauté, et pourtant chacun avait trahi un détail compromettant. Sir Julian masquait son inquiétude politique, Clara ses rancunes familiales, Léonard Vail ses secrets inavoués. Leurs alibis paraissaient trop parfaits, leurs discours trop soigneusement contrôlés. Quand tout est trop bien ajusté, pensa Poirot,
c'est que la vérité a été retaillée. Il ne détenait pas encore la clé du crime, mais il savait déjà que chacun avait altéré la réalité pour se protéger. C'est alors qu'un détail surgit, bouleversant le fragile équilibre des mensonges. Un domestique révéla qu'un tiroir du bureau de Lady Evelyn avait été ouvert et qu'une lettre récemment reçue avait disparu. Ce courrier, dont le contenu demeurait inconnu, avait été vu la veille encore par l'intendante, soigneusement rangé parmi les papiers personnels. À présent, il s'était volatilisé. Cette révélation fit l'effet d'une détonation. Soudain, les motifs prirent une densité nouvelle, et les regards se croisèrent avec une méfiance accrue. Poirot, songeur, comprit que cette lettre constituait peut-être la pièce manquante du puzzle, celle qui lierait enfin le scandale politique aux passions intimes. Ses moustaches frémirent d'un léger sourire. Le jeu venait de franchir une étape décisive. Le lendemain, Poirot obtint la permission d'examiner les effets personnels de Lady Evelyn. Dans le silence pesant de la bibliothèque, il ouvrit les tiroirs avec une lenteur méticuleuse, notant chaque détail, chaque ordre, chaque absence. Là où d'autres auraient vu de simples souvenirs, lui discernait déjà une logique cachée. Des lettres soigneusement rangées, des bijoux modestes mêlés à des pièces plus précieuses, des carnets de notes où des phrases avaient été raturées. Tous hasard. Il y avait dans le choix de ce vers profond et dans la manière régulière dont il avait été noué, quelque chose d'un rituel, une volonté de conserver la mémoire d'un sentiment. Les souvenirs contenus dans cette boîte avaient été préservés non pour leur prix matériel, mais pour leur charge affective. En refermant doucement le couvercle, Poirot comprit qu'il avait mis la main sur une clé symbolique. Poirot demeura un long instant pensif devant ce ruban vert. Il reconnaissait là un signe d'attachement obstiné, presque cérémoniel. Les hommes comme les femmes, songeait-il, trouvent parfois refuge dans de petits gestes répétés, afin de fixer dans la matière ce que la mémoire seule risquerait de trahir. Le ruban n'était pas un accessoire, il était un sceau, une promesse silencieuse. Une femme qui conserve ainsi des reliques, se dit Poirot, est une femme qui n'a pas renoncé à ce qu'elle fut. Derrière la dignité glacée de Lady Evelyn, il entrevoyait déjà la trace d'une passion ancienne, jalousement dissimulée. Lorsqu'il évoqua le ruban auprès du personnel et des proches, les réactions furent presque uniformes. Un haussement d'épaules, un sourire indulgent. Tous prétendaient qu'il ne s'agissait que d'un détail sans valeur. Pourtant Poirot, qui avait l'art de guetter les micro-expressions, perçut dans ces dénégations une nuance de gêne. Le majordome, trop prompt à affirmer qu'il n'avait jamais vu la boîte, se trahit par le tremblement de ses doigts. La femme de chambre détourna le regard, comme honteuse d'en savoir davantage. Quant à Léonard Vail, il se borna à un « Madame gardait tant de choses », mais sa voix avait pris une tonalité plus basse, presque coupable. L'indifférence affichée par chacun semblait moins sincère que défensive. Les recherches patientes de Poirot confirmèrent son intuition. Le ruban vert n'était pas anodin. Poirot, songeur, comprit que le drame se jouait moins dans les papiers politiques que dans ce secret enfoui. Sous la dignité impeccable de Lady Evelyn, il percevait la honte d'un attachement qu'elle n'avait pas voulu reconnaître publiquement. L'élégance pouvait masquer beaucoup, mais non l'empreinte d'une passion. Ce ruban vert apparemment insignifiant révélait une vérité plus lourde que les intrigues d'État, la coexistence, dans un même cœur, de la respectabilité et de la faute. Le soir venu, alors qu'il partageait un repas simple avec Hastings, Poirot livra le fruit de ses réflexions. « Mon ami, dit-il doucement, ne croyez pas que cette affaire se limite à la politique. Non, non. Ici, il est question de passions anciennes, de la peur, de la honte et de l'amour perdu. Le ruban vert, il est le fil conducteur de tout cela. » Hastings, troublé, hasarda une remarque sur la cruauté des secrets qui traversent les générations. Poirot, les yeux brillants derrière ses paupières mi-closes, répondit « C'est toujours le cœur, Hastings, qui trahit l'esprit. La vérité, elle se cache dans ces petits symboles, ces reliques qui semblent frivoles mais portent tout le poids d'une vie. » Et il conclut en silence, persuadé que ce fil ténu les mènerait vers le meurtrier. Poirot, fidèle à sa méthode, se retira en lui-même et choisit d'observer plutôt que de questionner. Les paroles, il le savait,
pouvait se composer comme un discours appris. Mais les gestes involontaires, les silences imprévus, voilà la vérité nue. Ainsi, dans le salon où se croisaient suspects et proches, il laissa flotter des conversations anodines, notant la manière dont chacun s'y prêtait. Un froncement de sourcils, une respiration brusque, un regard détourné lui en apprenait plus qu'un long interrogatoire. Les personnes présentes, solides comme une forteresse, mais dans ses yeux, brillait par instants l'éclat glacé d'un homme qui redoute l'irruption d'un souvenir compromettant. Poirot nota en silence ce contraste entre le masque rationnel et l'ombre d'une peur soigneusement refoulée. En quittant Rathbone, Poirot réfléchit à cette armure de logique. L'homme parlait comme un stratège politique, convaincu qu'un raisonnement implacable suffisait à désarmer les soupçons. Mais ce raffinement même devenait suspect. Pourquoi tant d'efforts pour éviter l'évocation de Lady Evelyn hors de son rôle social? C'est toujours ainsi, songea Poirot. Quand l'on parle trop bien, c'est que l'on cache. Derrière la façade d'un homme d'État, il reconnaissait la fébrilité d'un cœur inquiet. Clara Ashbury, elle, adopta une attitude opposée. Elle insista sur sa douleur avec un accent de sincérité passionnée. Sa voix tremblait, ses mains s'agitaient, et parfois elle portait son mouchoir à ses yeux, qu'aucune larme véritable ne venait pourtant troubler. Elle affirma que la mort de sa belle-mère avait brisé l'harmonie de la maison, et que rien ne pourrait apaiser son chagrin. Mais cette intensité paraissait forcée. Poirot, qui observait chaque geste, nota la rapidité avec laquelle elle passait d'une lamentation à une protestation indignée, comme une actrice changeant de ton selon le rôle à jouer. Ses paroles couvraient plus qu'elles ne révélaient. À travers cette effusion calculée, Poirot percevait une colère contenue, l'amertume d'une femme qui avait trop longtemps subi une autorité écrasante. Il comprit que son deuil était une scène, une manière de détourner les regards de la véritable blessure qu'elle portait, celle d'une rancune ancienne, étouffée sous un voile d'exagération dramatique. Lorsque Clara se tut enfin, Poirot demeura immobile, fixant le vide. Ses phrases sonnaient comme des... Puis vint Léonard Vail. L'entretien débuta par une humilité presque servile. Le secrétaire louait la bonté de Lady Evelyn, jurait de sa fidélité et baissait la voix à chaque phrase. Mais lorsque Poirot, d'un ton anodin, évoqua le ruban vert trouvé parmi les effets de la défunte, un changement brutal s'opéra. Vail blêmit. Ses mains tremblèrent au point qu'il dut les joindre pour les dissimuler. Sa voix, d'ordinaire posée, se brisa un instant, et il se hâta de répondre qu'il n'avait jamais accordé d'importance à de telles babioles. Mais son regard trahissait l'inverse. Il s'était fixé comme aimanté sur le souvenir évoqué. Poirot perçut dans ce trouble plus qu'une surprise. C'était l'émotion de celui qui reconnaît un symbole trop intime pour être nié. Sous le masque de loyauté, un lien personnel venait de s'exposer à découvert, et l'agitation de Vail ne pouvait plus être ignorée. Lorsque Poirot réunit mentalement les impressions de ses entretiens, une vérité commençait à se dessiner. Chacun des suspects protégeait quelque chose. Rathbone ses ambitions, Clara ses rancunes, Vail un secret plus intime. Mais tandis que les deux premiers se retranchaient derrière leurs rôles sociaux, Vail, lui, avait tremblé au contact d'un symbole trop personnel. Les silences, les hésitations, les mots mal choisis révélaient davantage que des discours entiers. Pour Poirot, la toile devenait claire. Le meurtre de Lady Evelyn plongeait ses racines dans une trame de passion cachée, plus que dans le tumulte des affaires publiques. Convaincu désormais que le crime ne relevait pas seulement du scandale politique, Poirot décida de provoquer l'épreuve décisive. Avec un calme assuré, il annonça qu'il réunirait dès le lendemain l'ensemble des protagonistes dans le salon de la défunte. « Messieurs, mesdames, déclara-t-il, la vérité est le... » Retenaient leur souffle, conscients que ce rassemblement n'était pas une simple formalité. L'atmosphère, saturée de non-dits, se chargeait d'électricité, et chacun semblait attendre que l'inévitable chute s'annonce. Poirot, debout près de la cheminée, observait chaque visage avec cette intensité tranquille qui donnait à son silence plus de poids que les discours. Il savait que dans cette pièce, le secret tapi depuis des années allait enfin se dévoiler. Quand il prit la parole, Poirot le fit avec une courtoisie mesurée. Sa voix, douce et posée, résonna dans le silence tendu.
Il rappela à l'Assemblée que son rôle n'était point de juger, encore moins de venger, mais de rétablir l'ordre de la vérité. Car, mes amis, dit-il, les mains jointes avec sérénité, c'est dans la clarté seule que l'esprit peut trouver la paix. Ces paroles, dépourvues d'accusations directes, frappèrent pourtant chaque conscience comme un avertissement. Pendant qu'il parlait, ses yeux scrutaient sans relâche, guettant le moindre geste, le moindre frémissement de paupières. Sir Julian soutint son regard avec une raideur presque trop parfaite. Clara détourna les yeux vers le sol. Leonard Vail se mordit la lèvre, incapable de masquer son trouble. Poirot poursuivit avec calme, mais chacun sentait que derrière cette douceur se cachait une rigueur implacable. Poirot sortit alors de sa poche le petit coffret et, d'un geste mesuré, délia le ruban vert. Tous les regards se fixèrent sur cette étoffe discrète, et un silence plus profond encore s'abattit sur la pièce. Poirot expliqua d'une voix claire. Ce ruban n'est pas un ornement banal. Il est le fil de la mémoire. À travers lui, Lady Evelyn conservait les vestiges d'un amour ancien, jamais avoué publiquement. Il marqua une pause, laissant peser le pouls. Poirot se tourna ensuite vers la table où avait été retrouvé le verre de sherry. Sa voix prit une gravité plus marquée. « Considérez, je vous prie, ce verre. » Placé près de la main de Lady Evelyn, il semblait l'offrande d'une pause paisible. Mais il contenait le poison qui mit fin à sa vie. Il s'avança d'un pas, ses yeux brillants d'une intensité calculée. Si ce n'était qu'un accident, le verre n'aurait pas été préparé avec tant de soin. Non, mes amis. Il fut choisi, disposé, afin d'imiter le geste d'une femme fatiguée qui s'endort. Mais regardez les détails. La trace sur le pied du verre, le parfum d'amande amère trop discret pour être perçu des autres, et la place exacte de l'objet sur la table. Tout cela montre une intention froide et réfléchie. Poirot laissa planer un silence, puis ajouta d'un ton ferme. Ce n'était pas le hasard. C'était la main d'un meurtrier. Les visages se tendirent, et une atmosphère d'effroi glacé envahit la pièce. Poirot se tourna d'abord vers Sir Julian Rathbone, qui soutint son regard avec une rigidité d'homme habitué aux tribunaux de l'opinion. « Monsieur, » dit Poirot doucement, « Lady Evelyn avait découvert des papiers qui, rendus publics, eussent compromis votre carrière. Vous craignez l'exposition. » Rathbone hocha la tête avec une gravité contenue, mais Poirot leva un doigt. « Pourtant, votre crainte était celle du scandale, non celle du crime. Vos réponses habilement esquivées avaient pour but de préserver votre réputation, pas de dissimuler un meurtre. » Un murmure traversa l'assemblée, et Sir Julian, le visage pâle mais encore digne, s'empressa d'ajouter qu'il n'aurait jamais levé la main contre une femme. Poirot l'écouta, puis déclara d'un ton net. « Vous avez caché une peur politique. Mais vous n'avez pas préparé le Leonard Vail, qui se recroquevilla sur sa chaise comme sous le poids d'un verdict déjà pressenti. « Monsieur Vail, » dit Poirot d'une voix ferme, « vous avez proclamé loyauté et dévouement, mais à chaque évocation du ruban vert, vous trembliez. À chaque question sur la correspondance de Lady Evelyn, vos réponses se contredisaient. Votre nervosité trahissait moins un chagrin sincère qu'une peur d'être démasqué. » Vail balbutia quelques mots indistincts, puis s'interrompit, incapable de soutenir le regard du détective. « Vous avez voulu paraître le secrétaire fidèle, l'ombre dévouée. Mais ce masque s'est fissuré dès que la mémoire intime de Lady Evelyn a été rappelée. » Poirot marqua une pause, et son silence pesa comme une accusation plus forte que les mots. « Votre loyauté affichée n'était qu'un déguisement, » reprit-il enfin. « Derrière, il y avait une vérité plus dangereuse, un lien personnel que vous ne pouviez avouer. » À cet instant, chacun sentit que la digue du mensonge était sur le point de céder. Poirot reprit, ses yeux fixés sur Vail. « Vous n'étiez pas seulement son secrétaire, vous avez été son amant. » Un frisson parcourut l'assemblée, et Clara poussa un cri étouffé. Vail blêmit davantage, ses lèvres tremblant sans qu'aucun mot n'en sorte. Poirot poursuivit, implacable. Cet amour caché, honteux aux yeux de la société, Lady Evelyn avait choisi de le préserver dans le secret. Mais lorsqu'elle menaça de révéler certains papiers, elle risquait de faire ressurgir aussi votre relation passée. Et vous, craignant le scandale, redoutant la ruine de votre nom et de votre avenir,
Vous avez choisi le silence éternel pour elle. Val ferma les yeux, ses mains tremblant convulsivement. Le poids de la vérité s'abattait enfin sur lui, et aucun démenti ne pouvait effacer les preuves accumulées. Alors, comme brisé, Léonard Vail se leva, titubant. Sa voix éclata d'abord dans un sanglot rauque. « Oui, oui, c'est moi. Je l'aimais. Je l'aimais trop pour supporter son mépris, sa menace de tout révéler. » Ses mains se tordaient. Son visage décomposé reflétait l'angoisse d'un homme pris entre passion et culpabilité. Je ne voulais pas la tuer, mais elle allait tout détruire. Et moi avec elle. Les mots s'arrachaient de ses lèvres comme une confession arrachée à la douleur plus qu'à la volonté. Dans la pièce, personne n'osa rompre le silence. Sir Julian fixait le sol. Clara tremblait. Les domestiques retenaient leur souffle. Poirot demeura calme, ses yeux graves mais sans triomphe. « Voilà, » dit-il doucement. La vérité a parlé. Vail s'effondra sur son siège, brisé, tandis que le poids de son crime, enfin mis au jour, écrasait toute résistance. À la suite de la confession de Léonard Vail, un soin particulier fut apporté pour étouffer le scandale. Scotland Yard, d'accord avec les familles impliquées, prit des mesures discrètes afin que la presse ne se saisisse pas de l'affaire. On parle dans les cercles mondains d'un malaise soudain ayant emporté Lady Evelyn, et les détails véritables furent soigneusement tus. Les habitants de Buckingham Green reprirent leur conversation convenue, effaçant de leurs propos toute allusion embarrassante. La façade de dignité demeura intacte. Les salons restaient animés, les domestiques impeccablement silencieux, et les passants ignoraient que, derrière les rideaux tirés, un drame avait bouleversé les fondations de cette demeure aristocratique. Le secret, comme un parfum volatile, s'évaporait déjà de la mémoire publique, laissant place à l'apparence rassurante de l'ordre. Pour Poirot, cependant, l'affaire ne s'effaçait pas et elle écrase sans pitié les plus faibles. Son regard se perdit un instant dans le vide, songeant au sourire poli qui masque les condamnations secrètes. Ce sont ces apparences, mon ami, qui brisent plus d'existence que le crime lui-même. Poirot, après un moment de silence, répondit d'un ton empreint de douceur. « Vous avez raison, Hastings, la société est sévère, mais il ne faut pas lui imputer seul la responsabilité. L'homme porte en lui sa propre faiblesse, la peur d'être découvert, l'orgueil de son image, la passion qui le dévore et qu'il ne peut avouer. Voilà les véritables artisans du crime. Comprenez, mon ami, nous jugeons trop vite la malice, mais bien des tragédies naissent de la fragilité humaine. Léonard Vail n'a pas tué par haine froide. Il a tué parce qu'il se savait incapable de supporter le dévoilement de sa faute. » Poirot pose une main légère sur le bras de son compagnon. « La justice doit punir, certes, mais l'intelligence doit comprendre. Car, Hastings, c'est dans la compréhension des faiblesses que nous découvrons la vérité entière. » Hastings, pensif, acquiesça, impressionné par la profondeur tranquille de ce raisonnement. Peu à peu, Buckingham Green retrouva son calme apparent. Les fiacres circulaient à nouveau, les domestiques époussetaient les allées, comme si rien n'avait troublé l'ordre familier. Les conversations reprirent dans les salons, polies, mesurées, sans un mot sur le drame. Mais Poirot, qui promenait parfois son regard sur les façades blanches et impeccables, savait que cette sérénité n'était qu'un vernis. Les pierres elles-mêmes semblaient garder le secret de ce qui s'était joué derrière leurs murs. Sous l'élégance intacte du quartier, demeuraient des fractures invisibles, rappelant que l'ordre social repose souvent sur des silences consentis. Un soir, seul avec Hastings, Poirot, l'élégance des apparences, le poids de la honte et de l'amour perdu. Partagez votre réponse en commentaire. Et si cette enquête vous a captivé, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à la partager avec d'autres passionnés de mystère. Car les secrets, comme les rubans fragiles, finissent toujours par relier les âmes à la vérité.